반예주랑 속에 천하나 자주봐도 남의 곁수지 자기 주속에 배선함께 조합해 주성에 주관쇼 반예주랑 속에 천하나 자주봐도 남의 곁수지 자기 주속에 배선함께 조합해 주성에 주관쇼 반예주랑 속에 천하나 전주와도 당의 곁수지 나의 전속에 배선함께 너라의 주성에 두관쇼. Dans le Bouddha, le Dharma, la je prends refuge. Dans la pratique des accumulations, c'est le pratique des gens, c'est le Bouddha pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma, c'est mon ensemble jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations ici, la pratique de l'identité, puis c'est l'accomplir le Bouddha pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma, la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis c'est j'accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je, le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, je prends refuge par ma pratique des accumulations ici de la générosité, etc. Puis c'est j'accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Om Yedama Hetu Prabhava Hetum Desham Tathagato Yavadat Desham Chayo Nirodha Evam Vadi Mahashramanaye Swaha Desham Tathagato Yavadat Desham Chayo Nirodha Evam Vadi Mahashramanaye Swaha Om Yedama Hetu Brahmava Hetum Desham Tathagato Yavadat Desham Chayo Nirodha Evam Vadi Mahashramanaye Swaha. Et donc on était en train de faire quelle étape? Le numéro 7, qui est le souvenir spécial de la bonté d'autrui. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et donc ensuite, maintenant, l'étape 8, l'altruisme. Entre l'étape 7 et 8, il y a une étape implicite entre l'étape 7 et l'étape 8. La 7 qui est le souvenir spécial de la bonté d'autrui et 8 qui est l'altruisme. Entre ces deux, il y a une étape implicite. Il y a une étape qui n'est pas explicitement indiquée, mais qui est implicitement là. À ce moment-là, ce qu'il arrive, c'est que on se sent tellement proche des êtres. On a géré un sentiment extrêmement intense d'amour. Et bon, pour la compassion, il y a deux éléments. Il y a le sentiment d'amour intense de manière subjective et du côté de l'objet, il y a voir la nature douloureuse, la nature souffrante des êtres, ces deux. Et donc ce que vous voyez maintenant, avec l'étape 7, vous sentez à la nature douloureuse des êtres, des êtres ordinaires, et ce qui arrive, qu'est-ce qui arrive? Automatiquement, vous allez avoir le souhait, puissent ces êtres être libres de la souffrance. Puissent les êtres être libres de la souffrance. C'est ce qui arrive.
Et donc ce sentiment d'amour et de compassion qui veut que tous les êtres échappent à la souffrance à cause de la souffrance, c'est la compassion. C'est implicite. Et donc c'est l'étape implicite entre l'étape 7 et l'étape 8. Avec cela, la question est: puissent tous les êtres être libres de la souffrance? Quand on dit ça, qu'est-ce qui pourrait être la question suivante? Puissent tous les êtres échapper à la souffrance? Qui va le faire? Qui va le faire? C'est la question. Oh là là. Il y en a qui le savent, le Bouddha va le faire. Mais non, c'est moi qui vais le faire. Je vais prendre la responsabilité. Que tous les êtres soient libres de la souffrance et les causes de la souffrance. Je vais le faire. C'est l'altruisme. C'est prendre la responsabilité sur vous d'éliminer la souffrance de tous les êtres et de leur donner le bonheur à tous les êtres. C'est la responsabilité que vous allez prendre vous-même. C'est la charge que vous allez prendre sur vos épaules. C'est l'altruisme. Et donc c'est ce qui manque dans le cas des Shravaka, des Pratyeka-Bouddhas, ceux qui m'étudient cela. Ces personnes-là n'ont pas cette responsabilité. Maintenant, la question, comment est-ce que je peux prendre la responsabilité? Donc ici, vous pensez de manière extrêmement sérieuse, de manière rationnelle et logique. La question c'est, comment est-ce que je peux prendre cette responsabilité? C'est la question. Donc quand on pense à l'histoire de l'humanité, qui a pu le faire? Il y a eu un prince il y a 2500 ans, le prince Siddhartha, exactement comme moi, qui a été mu par la compassion et l'amour vis-à-vis de tous les êtres. Donc qui connaît ces deux? Celui qui s'est transformé, qui a appris par cœur, c'est Buddha Panchipa, qui a appris par cœur. Je rends hommage au meilleur. En français, je ne l'ai pas. Qui l'a appris par cœur? La strophe d'hommage du Pramana Sambuchaya de Gnaga. Qui peut la réciter par cœur maintenant? Qui? Qui est celui qui s'est transformé en autorité valide? En espagnol? En français, qu'est-ce que ça donne? En français, ça donne quoi? Marie? La question c'est comment est-ce que vous avez appris par cœur la strophe d'hommage de Dignaga, cette strophe que Geshe-la avait conseillé d'apprendre par cœur, celui qui est devenu une autorité valide en enseignant aux êtres par compassion, etc. Qui s'en souvient? Qui s'en souvient en français ou en anglais? Celui qui s'est transformé en un guide, en une autorité valide, qui est mu par la compassion pour être bienfaisant vis-à-vis de tous les êtres, l'enseignant, le Sugata, le protecteur. À vous, je rends hommage. Et donc ces deux lignes, il y a une thèse qui est la conclusion, et puis il y a les 4 prémices qui permettent d'établir cela. La thèse principale, c'est le prince Siddhartha s'est transformé en une autorité valide, en un guide qualifié. C'est celui qui s'est transformé en quelqu'un qui peut, de manière authentique et infaillible, permettre aux êtres d'obtenir le bonheur ultime. Comment est-ce qu'on le sait? Grâce aux 4 prémices. C'est quoi la première prémisse? Qui est motivé par l'altruisme pour être bienfaisant vis-à-vis des êtres. L'altruisme. L'enseignant, le Sugata et le protecteur. On l'a fait, on l'a étudié. Le premier jour ou le deuxième jour, on l'a fait ici. On l'a fait. On l'a fait ou pas? Sophie, on l'a fait? Oui, on l'a fait. Et donc là, il y a une thèse et 4 prémices. La thèse, c'est quoi? C'est nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous guider, qui est extrêmement infaillible, qui est infaillible, qui est authentique, qui est valide, et qui peut nous guider vers l'intrépidité, le bonheur infini. Qui a pu réussir à faire cela? Le prince Siddhartha a pu le faire. Comment? Par ces 4 points. Quelles sont les 4 raisons? Motivé par l'altruisme, d'être bien bénéfique aux êtres.
ensuite l'enseignant, puis le Sugata, puis le protecteur. Ça fait 4. Et donc, où est-ce que c'est dans le livre? Ces deux lignes, elles sont page 4, page 4, ou 5 en anglais. Page 4 en français. Page 5 en anglais. La deuxième strophe en français, c'est la deuxième aussi. Donc ça, c'est la structure basique qui a été faite. Maintenant, ce sera plus facile pour nous de le comprendre. Quelle étape on est en train de faire maintenant? Laquelle des étapes? L'étape 8, l'altruisme. Alors, qu'est-ce que l'altruisme? C'est prendre la responsabilité sur vos épaules, prendre sur vous la responsabilité sur vos épaules, de prendre la responsabilité d'éliminer toutes les souffrances de tous les êtres et de leur apporter le maximum de bonheur. C'est ça, c'est prendre la responsabilité. C'est ça ici qu'on appelle l'altruisme. Et donc, l'étape 8, donc on a les 9 étapes de la pratique de Bodhisattva ici, et là, on a deux lignes. Je me pressais d'avoir celui qui est motivé par l'altruisme est devenu une autorité valide dans notre session aux êtres, le maître, le Sugata et le protecteur. Vous voyez la relation motivée par l'altruisme. Et donc c'est celui qui est devenu une autorité valide, qui est devenu un guide infaillible pour nous permettre d'obtenir l'intrépidité et le bonheur infini, l'éveil. Pour cela, on doit être sûr que cette personne qui nous guide, c'est quelqu'un qui est fiable. Et donc, comment est-ce qu'on peut avoir la confiance du fait que le prince Siddhartha est devenu ce type de guide infaillible? Il y a les 4 prémices. C'est quoi les 4 prémices? Dites-moi. L'altruisme, l'enseignant, le Sugata et le protecteur. Et donc, je l'ai déjà expliqué, mais là, on va essayer de le rafraîchir un petit peu. Donc, pour les débutants, ça a été un petit peu frais. Maintenant, ça va faire une révision. Maintenant, l'altruisme. Comment est-ce que le prince Siddhartha est devenu ensuite le Bouddha? Et donc, comment est-ce qu'il a entamé son voyage? Qu'est-ce qui a engendré le voyage vers l'éveil? Si vous lisez la biographie du Bouddha, vous verrez que, généralement, on dit que le prince Siddhartha a eu 4 rencontres. En réalité, ce n'est pas si simple que ça. La réalité, c'est que dans le palais où il était, il y avait tellement d'abus, et ça arrive partout, dans tous les palais, presque tous les palais. Et donc, à moins que ce soit un palais de Bodhisattva, sinon c'est impossible. Les Bodhisattvas, les palais des êtres ordinaires, il y a tout le temps des abus, des choses malsaines qui se passent, etc. Ils pouvaient voir cela. Comment? Le prince, les enfants, les rois, les princes des familles royales, comment ils abusent les autres. On peut voir ça partout. Et puis non seulement les princes, mais aussi les princesses, comment elles abusent les autres. On peut voir toutes ces choses. Et puis les sanctions, les punitions, etc., qui étaient excessives, qui étaient données de manière inappropriée, de manière inutile aux êtres. Et donc les punitions extrêmes, etc. Et puis les guerres, les conflits. Il y a tellement de conflits, tellement de guerres qu'on pouvait voir entre les royaumes, etc. Et donc, comme il était au palais, ensuite et donc, s'il avait atteint le trône, il n'aurait pas résolu le problème. Il y avait tellement de rois qui avaient accédé au trône par le passé, et donc il voulait obtenir une solution permanente, définitive, pour bénéficier à tous les êtres. Et c'était quoi? C'est quoi? Quelle est cette aspiration d'aspirer au bonheur de tous les êtres? L'altruisme. Et donc, il a été, son voyage spirituel a été motivé par l'altruisme, cette responsabilité du bonheur des autres. Cet altruisme, c'est ce qui l'a fait quitter le palais pour entrer dans la voie. Et maintenant, par rapport
Oh, ouais, quel est le second point? Le second point, c'est l'enseignant. C'est l'enseignant de la sagesse de la vacuité. La sagesse de la vacuité qui a pu enseigner aux êtres pour que les êtres puissent se libérer. Enseigner la sagesse de la vacuité. Et donc, il a cherché une voie, et puis il a rencontré deux enseignants qui, eux, n'ont pas pu accomplir ses aspirations. Et donc, finalement, il a quitté et il a finalement trouvé la sagesse de la vacuité, qu'il a ensuite trouvé, qu'il a ensuite enseigné. Fondé sur l'altruisme, il a finalement trouvé la sagesse de la vacuité, qu'il a pu finalement enseigner à tous les êtres. Et donc, il a pu enseigner. Et donc, avant d'enseigner, qu'est-ce qu'on doit faire avant d'enseigner quelque chose à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il doit l'expérimenter lui-même. Il doit expérimenter la sagesse de la vacuité lui-même. Il a pu réaliser que, de la même façon que la sagesse de la vacuité devient non-duelle, la saisie l'ignorance qui saisit un soi, elle est tranchée à la racine, puisqu'elle est la racine de toutes les souffrances. Et donc, si grâce à la sagesse ça s'arrête, qu'est-ce qu'on atteint? Qu'est-ce qu'il advient? On devient le Sugat. N'allez pas avoir gâté Bodhisattva. Le Nirvana. Est-ce que vous comprenez l'indice? Je suis en train de dire qu'avec cette sagesse de la vacuité, qu'il a médité lui-même, il a expérimenté sur lui-même, il a pu voir que la saisie du soi a été éliminée. Et donc, l'application mentale inappropriée a été ébranlée aussi. Et ensuite, quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? On est tous fatigués, je le sais. Et les afflictions grossières. Et puis, le karma contaminé a été éliminé. Et puis, la souffrance est venue à cessation. Vous avez compris? Vous avez simplement oublié les 5 points. Toutes les souffrances arrivent du karma contaminé, qui lui-même vient des afflictions grossières, qui lui-même vient de l'attention inappropriée, qui vient, elle, de la saisie ignorante. Et donc ça, on ne devrait pas l'oublier. Il a expérimenté cela, et donc la sagesse de la vacuité, l'enseignant. On est sur la même page? On est tous sur la même page. Et si la réponse est oui, donc ma question c'est quelle page? Et vous dites 5 ou 4 pour les Français. Et donc l'enseignant ensuite, c'est quoi l'enseignant? C'est quoi le maître? C'est quoi le maître, l'enseignant ici? C'est quoi? C'est celui qui s'est devenu une autorité valide en enseignant aux êtres. Je me présente devant le maître, donc l'enseignant, motivé par l'altruisme, qui est devenu une autorité valide. Et donc ça, c'est le premier prémisse, c'est motivé par l'altruisme. Ensuite, cet altruisme a donné quoi? Le maître ou l'enseignant de quoi? L'enseignant de la sagesse de la vacuité. Et donc cette sagesse de la vacuité, avant de l'enseigner aux autres, il doit l'expérimenter sur lui. Et donc il a expérimenté sur lui. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il a réalisé que l'ignorance qui saisit un soi a été tranchée à la racine. Et grâce à cela, qu'est-ce qui a été tranché à la racine? L'attention inappropriée. Et donc, vous savez comment on va de haut en bas, mais pas de bas en haut. Et donc il y a deux façons. Donc on a dit que toutes les souffrances, vous savez, ça vous savez déjà, dites-moi. Toutes les souffrances qui adviennent elles adviennent de quoi? Toutes ces souffrances? De karma contaminé. Le karma contaminé, elle vient des afflictions grossières qui arrivent de l'attention inappropriée, qui vient de l'ignorance qui saisit un soi. Vous savez cela, non? Maintenant, votre boulot, c'est d'aller de l'ignorance qui saisit un soi jusqu'à là. Donc, l'ignorance engendre quoi? L'attention inappropriée, qui donne quoi? Vous savez comment aller de la souffrance jusqu'à l'ignorance, mais si vous ne savez pas aller de l'ignorance jusqu'à la souffrance, vous ne pouvez pas atteindre l'éveil. Et donc, on devrait mettre de côté la sagesse de la vacuité pendant on y reviendra après 10 ans. Avec cela, ce que je dis, je comprends que vous êtes un peu fatigué, je le comprends. Parce que le matériel, croyez-le ou non, le matériel que nous avons couvert jusqu'à maintenant, c'est énorme comme matériel. On a vu énormément de choses. Et donc,
Vous n'êtes peut-être pas conscient de ça là, et donc vous vous sentez un peu fatigué parce que votre esprit essaie d'absorber tout ça et vous êtes fatigué. Pas de problème. Et donc l'enseignant, c'est quoi? C'est la sagesse de la vacuité. Et donc comment est-ce que vous connectez l'enseignant avec le Sugata? Ah, Sophie. Parce qu'il expérimentait sur lui-même la sagesse de la vacuité. Et donc les causes de la souffrance ont cessé, et donc quand les causes de la souffrance ont cessé, la souffrance et l'agitation stop, et l'agitation, les états mentaux disturbés, perturbés stop, et il expérimentait la félicité de Sugata, très bien. Parce qu'il a expérimenté cet enseignement sur la vacuité sur lui-même, il a expérimenté le nirvana, ou le Sugata, l'état de Sugata. Et une fois qu'il a obtenu cette expérience de l'état de Sugata, où toutes les souffrances se sont dissoutes, toutes les agitations se sont dissoutes, il n'a expérimenté que la félicité de la vacuité, et donc il était tellement confiant de protéger les êtres en leur enseignant. Et c'est ce qui donne le protecteur, vous comprenez? Dites-moi. Alors, qu'est-ce qui a fait que le prince Siddhartha, qui est devenu ensuite cette autorité valide, ce guide authentique et fiable? Et qu'est-ce qui a généré cela? L'altruisme. Maintenant, parmi les 9 étapes de la pratique de Bodhisattva, laquelle est en train de faire? La 8, c'est quoi? C'est l'altruisme. Très bien. Et donc avec cet altruisme, la question est... Et donc oui, je vais prendre la responsabilité que tous les êtres soient libérés de la souffrance et donc qu'ils obtiennent le bonheur infini. Mais la question est comment est-ce que vous allez pouvoir le faire? Pour cela, vous devez revenir à ces 2 lignes. À ces 2 lignes de texte. De quel texte? De quel texte? Pramana Samuccaya. De quel texte? Page 4. Page 4. Ce n'est pas un texte, la page 4. Ce n'était pas un numéro. Et donc, c'est quel texte? Pramana Samuccaya. Pramana Sutra. Jan? Je ne sais pas. Jan est fatigué. C'est quel est l'auteur de... le commentaire, c'est Dharmakirti, mais... Ce n'est pas le commentaire. Moi aussi, je suis fatigué. Ce n'est pas le commentaire. Ce n'est pas le Pramavartika. C'est de Acharya Dignaga. Très bien. Quel est le texte? Pramana Samuccaya, le compendium de cognition valide. Le compendium de cognition valide. Le compendium de cognition valide. C'est extrait de ce texte. Très bien. Et donc, de ce texte, donc on est arrivé à l'étape numéro 8, l'altruisme. Je vais prendre la responsabilité, mais comment est-ce que vous allez pouvoir le faire? Comment est-ce que vous allez libérer tous les êtres de la souffrance et leur donner le maximum de bonheur? Et donc, vous allez voir toute l'histoire de l'humanité, voir qui a pu le faire. Oui, en effet, en lisant ce texte de Acharya Dignaga, vous allez voir que quelqu'un a pu le faire, le prince Siddhartha qui a pu le faire. Comment est-ce qu'il a pu réussir? En devenant le guide autorité, le guide fiable, l'autorité valide. C'est quelqu'un qui est un Bouddha. Et donc, vous avez l'inspiration, vous dites, mais si lui, il est arrivé à libérer tous les êtres de la souffrance en devenant un Bouddha, c'est comme ça que je pourrais le faire. Et donc, le 9, c'est quoi? Bodhicitta. Bodhi, c'est l'éveil omniscient, l'éveil, et Chitta, c'est l'esprit. L'esprit inspiré, qui aspire à obtenir l'éveil. C'est le 9. C'est l'étape numéro 9. Si quelqu'un vous demande c'est quoi le Bodhicitta, c'est l'intention altruiste. L'intention altruiste de devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres. C'est l'intention altruiste. C'est le sentiment d'amour ou l'altruisme qui veut qu'on souhaite atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. C'est le désir d'obtenir l'éveil omniscient pour le bien de tous les êtres.
C'est le désir de devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. C'est, de manière simple de l'expliquer, techniquement, c'est l'altruisme, c'est l'intention altruiste de devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. C'est le même sens. C'est le désir d'atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Ou c'est l'intention altruiste d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et c'est bodhicitta. Et donc pour avancer un peu, nous allons un peu avancer un petit peu plus demain. Aujourd'hui, vous avez des questions? Et des questions. Par rapport au groupe de discussion, Laura? Dans les 4 incommensurables, il y a une ligne où on dit les libérer de la souffrance et les causes de la souffrance. Donc on dit que moi et tous les êtres, nous obtenons la compassion infinie. Et donc nous vivons dans la souffrance et les causes de la souffrance. Et donc comment, si moi j'ai la compassion en moi, comment est-ce que je peux, au travers d'une visualisation, faire en sorte que les autres développent aussi la compassion? Et donc cette question, j'ai donné une réponse. Et donc je te dis, demande la question en classe. Donc Laura, tu essaies d'y réfléchir un peu plus. Essaie de me rappeler cette question. Et donc je pense que ce que tu penses là n'est pas une question. Ta question était plus claire, était très claire. C'était une question très claire, très brève. Ce n'est pas si long et très précise. Et je t'avais demandé de poser la question à tous les participants. Okay. Par rapport aux 4 sceaux, on dit tous les phénomènes composés sont impermanents. Et donc il semble qu'il y ait des choses qui seraient non composées mais permanentes. Quelles sont ces... Vous avez suivi la question? La question c'est, dans le premier sceau, le premier des 4 sceaux, on dit tous les phénomènes composés sont impermanents. Ce qui veut dire que uniquement les phénomènes composés sont impermanents. Ça veut dire que les phénomènes non composés ne sont pas impermanents. Et donc ça veut dire les phénomènes composés qui sont dans la classe. Et donc les phénomènes qui ne sont pas... Est-ce qu'il y a des phénomènes qui ne sont pas composés? Quels sont ces phénomènes? Qui veut en parler? Qui veut répondre? Une basse. Les choses qui n'existent pas, ce ne sont pas des phénomènes. Donc il faut que ce soit des phénomènes qui ne soient pas composés ou qui soient permanents par nature. L'espace. Quel espace? L'espace que nous voyons maintenant entre toi et moi? Ou l'espace qui imprègne tout? Est-ce qu'on peut voir cet espace? Cela imprègne tout. Donc, comment est-ce qu'on peut ne pas le voir? Est-ce que tu le vois en train d'imprégner tout cela? Donc, quand on donne un exemple, il faut donner un exemple dont vous êtes sûr. L'éveil, comment? Qui d'autre? Pourquoi je pose cette question? Parce que je sais que vous êtes un peu fatigué, parce que le matériel que nous avons couvert jusqu'à ces derniers jours, et donc c'est pourquoi je vous pose la question, pour faire en sorte que vous soyez un peu plus... pour vous sortir un petit peu plus pour vous faire bouger un peu, pour vous donner une énergie un peu plus... L'absence de Barack Obama dans cette pièce, l'absence
de Obama dans cette pièce. Et donc, dans quel sens ce n'est pas composé? Ce n'est pas fait de parts, tout est fait de parties. Tout phénomène est fait de parties, ne l'oubliez pas. Tout phénomène est nécessairement fait de parties. Et pas nécessairement des parties matérielles, mais tout phénomène est nécessairement fait de parties. Même les phénomènes permanents. Tout phénomène est nécessairement fait de parties, c'est pourquoi vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et vous allez dire « Ah, Geshe a dit ça » et puis la personne va dire « Ah, mais il a tort » et puis en fait, c'est ce que la Matsukapa et je vais le partager avec vous. Et donc, ne me citez pas, mais citez la Matsukapa. Et donc, c'est page 201, 210. L'escalier vers la vacuité. C'est dans l'annexe pour les personnes qui l'avaient l'année dernière. Donc sinon c'est 210. 210. 210. C'est où? 211, 211. Le deuxième paragraphe de la page 201, 211. Normalement, on peut le trouver. Ah, tu l'as pas mis? Page 210 is okay. Here we have. Oh. C'est pas l'escalier, c'est le Gomparapsel. C'est le Illumination of the Thought. Le texte de Jitsokapa. Yes, yeah. Merci. Ah, c'est juste après. Juste après. 210. 210 en anglais, en français. 210 en français. En français, 210. Hein? Oh, good. Yes. Thank you so much. You're welcome. Thank you for just for us. Juste pour nous. Thank you, Michel. Ça a été traduit en français. Parce qu'elle est française. Donc c'est le paragraphe numéro 4. Par cette compréhension, donc tout en bas de la page 210, par cette compréhension, l'on réfute l'existence véritable. Vous pouvez suivre cette partie tout en bas de la page 210. Par cette compréhension, l'on réfute l'existence véritable des objets qui sont des non-choses en employant un raisonnement similaire. Ça veut dire les phénomènes non composés. Vous voyez cela? Vous voyez tout cela en bas de la page 210? Oui? 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 Et donc, même dans le cas de l'espace incomposé, et donc il y a certaines formes, vous voyez qu'en effet, même dans le cas de l'espace incomposé, on doit accepter qu'il imprègne certains objets physiques, et par rapport à cela, il doit être déclaré comme il y a une partie imprégnant l'Est et des parties imprégnant les autres directions. De la même façon, la réalité a aussi de nombreuses parties imprégnant les phénomènes, ainsi que différentes parties réalisées par des différentes consciences antérieures et postérieures. De même, les autres phénomènes incomposés sont similaires. Tous les phénomènes non composés ont nécessairement des parties multiples. C'est ce que dit Jitsokapa, la Matsukapa. Et donc, ça veut dire qu'ils sont faits de parties. Même les phénomènes incomposés sont faits de parties. Donc, comment? Quel exemple pourriez-vous donner d'un phénomène non composé? Donc, on a dit l'espace, l'absence d'Obama dans la pièce. Quoi d'autre? Comment l'absence d'Obama dans la pièce est permanente? C'est ma question. Qui d'autre? Qui? Kungela? Comment cela ne change pas d'instant en instant?
C'est l'absence d'Obama. On parle de l'absence d'Obama. Comment est-ce que ça ne change pas? Obama is not coming back, so the absence was... Non, non, non. Anybody? Qui d'autre? Qui d'autre? I'm looking at what Je- I'm looking at. Je regarde qui? Je regarde qui? No. You think I'm looking Est-ce que vous pensez que je suis en train de chercher des réponses? Je cherche des réponses. for answers from you? Et qui? Whether you are tired. Et où j'évalue si vous êtes fatigué ou pas. Parce que je cherche des réponses. Et donc, si vous êtes fatigué, je vous donne la réponse. Si vous n'êtes pas fatigué, je ne vous donne pas de réponse. L'apparence de l'absence d'Obama est toujours la même d'instant en instant. The appearance of the absence of Barack Obama is always the same moment after moment. Say it again. The appearance of the absence of Obama is always the same, doesn't change moment by moment. Oh, you know that? Comment est-ce que tu le sais? On peut le voir. On peut le voir. Same all the time. Et donc on peut le voir, c'est toujours la même chose tout le temps. Absence of Obama. L'absence d'Obama dans une fleur, l'absence d'Obama dans le mur, etc. Ces deux bases sont différentes. I'm looking at Je regarde. I'm looking at how fresh you are. Je regarde si vous êtes frais ou pas. Si vous n'êtes pas frais, on a terminé pour aujourd'hui. Basse. Okay, that's interesting. Ça, c'est intéressant parce que cette imagination. It's a magic. C'est de l'imagination? Non, ce n'est pas de l'imagination. You have to do it with your Mind. On a nécessairement employé notre esprit. Why? If someone Pourquoi, si quelqu'un doit utiliser son esprit, pourquoi est-ce que ça devrait être permanent? Pourquoi? the answer is good. La réponse est bonne, But my question is not. mais pourquoi? Okay, anybody? Qui? Qui? Okay. So when do you think your time is to go? Et donc, quand vous pensez qu'il est temps d'aller partir? After 2 days? Après 2 jours, je vous donnerai la réponse. Or after 3 days? Après 3 jours. If you're tired, if you're tired, Si vous êtes fatigué, go before 13? on ne peut pas aller avant le 13. Je vous donne la réponse maintenant, parce qu'après je suis obligé de partir. Quand avez-vous besoin de la réponse? Maintenant? Mais vous êtes fatigué? Mais non, maintenant. Vous ne dites pas maintenant. Vous dites ah, maintenant. Vous n'avez pas d'énergie là. Vous dites là encore maintenant. Maintenant. After saying now, don't do it. Après ayant dit maintenant, ne partez pas. Now and Maintenant et je pars. what happened in the house? C'est ce qui est arrivé au Tibétas parfois. Il y a des gens qui arrivent. Ils disent, ah, qu'est-ce là? C'est un tellement important. Est-ce que je vais vous donner un cours là-dessus? Et puis on fait une annonce. On dit, il y a un cours. Et puis on annonce le cours. Et puis quand la classe arrive, un cours spécial sur un thème exprès pour quelqu'un. Et puis la personne n'est pas là. La personne qui a fait la requête, elle n'est pas là. Elle ne vient pas. Donc, je fais attention que Mike ne parle pas quand il demande maintenant. Vous êtes prêts? N'est-ce pas? Oui? Oui, on n'avait pas d'énergie. On n'avait pas d'énergie même de dire oui. Hein? Non, vous n'avez même pas l'énergie de rire, de sourire. Même votre sourire est tellement ennuyeux. Oui, on peut. Ah, Patrick, regardez les yeux de Patrick. Regardez les yeux de Patrick. Ses yeux sont tellement petits. Oui, on peut. Ok. Donc, vous voulez ou non, je dois vous donner la réponse maintenant parce qu'on n'a pas le temps. So the idea is L'idée, c'est que that, say, impermanent. les phénomènes permanents et impermanents, It has nothing to do et ça n'a rien à voir avec la façon dont les gens les comprennent d'habituellement. with ordinary people. Les personnes ordinaires, pour les personnes ordinaires, permanent, ça veut dire quelque chose qui dure longtemps, quelque chose qui dure pour toujours. Et c'est ce que les personnes ordinaires comprennent comme étant permanent. Et ça, c'est extrêmement dit par Acharya Dharmakirti dans son texte. How the permanent Comment les phénomènes permanents is
est compris par les érudits est différent de la façon dont les êtres ordinaires le comprennent. Pour les personnes ordinaires, c'est quelque chose qui dure pour toujours. Et si c'est bref, c'est impermanent. Mais pour les logiciens, c'est complètement différent. Ce n'est pas le cas. Pour les logiciens, impermanent veut dire changement, le changement. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? L'impermanent, ça veut dire quelque chose qui est soumis au changement. Et donc, si c'est impermanent, ça veut dire le changement. Les permanents, c'est le contraire. Les phénomènes permanents ne changent pas. Quelque chose qui ne change pas ne peut pas est permanent. Quelque chose qui ne change pas est permanent. Ça ne veut pas dire que ça va durer pour toujours. Et donc, comment est-ce qu'on peut dire que ça ne change pas? On va dire cette fleur. Cette fleur qui est très fraîche. Si elle garde cette forme pendant 10 jours, est-ce que vous pensez que cette fleur va garder sa fraîcheur? Non, elle va changer. Maintenant, dites-moi juste quelque chose en termes simples, d'une manière simple. Comment cette fleur va continuer à changer au cours des prochains jours? Comment? Qui? Lentement, comment est-ce qu'elle va changer? Les substances qui sont là, il y a une substance qui est là, qui est tellement fraîche, et la fraîcheur va disparaître. Il y a une substance qui est là, que nous avons maintenant, qui est tellement fraîche, et jour après jour, la fraîcheur va disparaître. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une substance qui est là. Cette substance, c'est un objet qui n'a rien à voir avec notre esprit d'une manière grossière, Et ça n'a pas à voir avec notre esprit. Il y a quelque chose la substance qui est du côté de l'objet et qui est soumise au changement. Et quand la substance est là, il y a un changement qui advient. Pour le changement, il faut qu'il y ait une substance qui change. Alors que, dans ma main, est-ce que vous voyez une fleur? Non. Est-ce que vous voyez l'absence de fleur? L'absence de fleur, est-ce qu'elle a une substance? Non, elle n'a pas de substance. C'est une négation non affirmative. C'est une négation non affirmative sont nécessairement dénuées de substance. Pas uniquement les phénomènes négatifs. Les phénomènes négatifs peuvent avoir une substance, mais les phénomènes négatifs non affirmatifs n'ont pas de substance. Toute absence est nécessairement dénuée de substance. Il n'y a pas de substance qui dit « je suis l'absence de la fleur », il n'y a pas de substance qui est là. Parce qu'il n'y a pas de substance, il n'y a pas de substance qui est soumise au changement. Il n'y a pas de substance qui puisse être soumise au changement. Puisqu'il n'y a pas de substance, comment est-ce que cela existe? Cela n'existe pas du côté de la substance, cela existe du côté de l'esprit. C'est une manière grossière ce n'est pas du point de vue de Madhyamaka. Quand on étudie la vacuité, c'est la philosophie Madhyamaka. Mettez-le de côté pour l'instant, la philosophie Madhyamaka, pour la vacuité. Simplement, essayez de voir comment les choses viennent de l'esprit, etc. Mettez ça de côté pour l'instant, d'une manière grossière. Dans ma main droite, il y a une fleur qui a une substance. Dans ma main gauche, il y a l'absence de fleur qui est une non-substance, une absence de substance. Et donc, parce que dans la droite, il y a une substance, elle va perdre sa fraîcheur, etc. Elle va faner, etc. Mais l'absence de fleur n'a pas de substance. Parce qu'elle n'a pas de substance, elle ne peut pas être soumise au changement. Il ne peut pas y avoir de substance qui soit soumise au changement. Et donc, puisqu'il n'y a pas de substance qui soit soumise au changement, l'absence de fleur existe, mais elle ne change pas d'instant en instant. Parce qu'elle n'a aucune substance qui soit soumise au changement. Si elle ne change pas, elle existe, mais elle ne change pas. Quelque chose qui existe sans changer, c'est permanent. Et donc l'absence de fleurs, toutes les absences, l'absence de fleurs, l'absence de sens objectif, sont toutes dénuées de substance. Cela existe sans substance et ce sont des phénomènes permanents, des phénomènes non composés. Parce qu'ils n'ont pas de substance, ils ne sont pas composés de particules substantielles. Ils ne sont pas composés de parties substantielles, de particules substantielles. Qu'est-ce qu'on entend par des segments substantiels, des parties substantielles? Il y a deux types de parties substantielles. Soit c'est physique, des parties physiques, soit des parties temporelles.
Donc, ce qui vient de mon esprit, mais ce n'avait pas de la substance, ce n'est pas composé de parties temporelles ni de parties physiques. Alors, l'espace incomposé, il y a deux types d'espace. L'espace composé et l'espace incomposé. L'espace composé, il est fait de particules. L'espace incomposé, il est sans substance et il est permanent. Seul l'espace incomposé est permanent, pas l'espace composé. Et donc, quel est l'espace incomposé? C'est quoi? C'est l'espace qui est entre vous et moi. Vous voyez l'espace entre vous et moi? Vous voyez? Vous voyez qu'il y a un espace, un intervalle entre vous et moi. Comment est-ce que vous connaissez cet espace? Par vos yeux, vous pouvez, ce qui est visible à vos yeux. Et donc, il n'est pas composé. Et donc, c'est quoi l'espace non composé? Cet espace que vous voyez, est-ce qu'il a de l'obstruction? Est-ce qu'il est obstructif? Est-ce que cet espace qui est entre vous et moi, est-ce qu'il obstrue qui que ce soit? Non, il n'obstrue personne. C'est l'absence d'obstruction. L'absence d'obstruction de cet espace, c'est un phénomène non composé. C'est l'espace non composé. L'absence d'obstruction, c'est permanent ou impermanent? L'absence d'obstruction, c'est une substance ou c'est dénué de substance? C'est sans substance. Cela existe, mais ça n'a pas de substance, et donc c'est un phénomène non composé. C'est l'espace non composé. Basse. Donc je vais le répéter. Il y a deux types d'espace. Quels sont-ils? L'espace composé et l'espace incomposé. C'est quoi l'espace composé? C'est l'espace que vous voyez entre vous et moi. Vous voyez un intervalle entre toi et moi. Cet espace que tu vois, c'est l'espace composé. Ce qui est visible, de manière valide par la conscience visuelle, c'est le phénomène composé. De la même façon, par tes oreilles, ton nez, etc. Donc c'est le phénomène composé. Ces phénomènes composés, ok, c'est fait. Maintenant, l'espace incomposé. On a fait l'espace composé. Maintenant, par rapport à l'espace incomposé, le concept de phénomène d'espace non composé, qu'est-ce que c'est que cet espace non composé? On doit d'abord savoir ce que c'est l'espace composé. Qu'est-ce que l'espace composé? Hein? C'est l'espace que l'on peut voir. Ça, c'est la clé. On peut le voir. On peut voir un espace entre vous et moi. Cet espace qu'on peut voir, c'est l'espace composé. Ensuite, cet espace a de nombreuses caractéristiques, tellement de caractéristiques. Cet espace, il est... Et ce n'est pas du chocolat. Est-ce que cet espace, c'est du chocolat? Non, ce n'est pas du chocolat. Donc, l'absence de chocolat et non-chocolat, c'est pareil. L'absence de chocolat. Cet espace est une absence de fleurs. Cet espace est l'absence d'obstruction. Cet espace est-ce qu'il obstrue ou est-ce qu'il ne nous obstrue pas? Cet espace ne nous obstrue pas ou nous obstrue-t-il? Il ne nous obstrue pas, nous obstrue pas. C'est une absence d'obstruction. C'est une absence d'obstruction. Cette absence d'obstruction de cet espace, cet isolat, il y a de nombreux isolats, mais l'un d'eux, c'est l'absence d'obstruction matérielle, l'absence d'obstruction de cet espace, c'est l'espace incomposé. C'est le mot qui est donné, c'est le terme qui est donné à cette qualité d'absence d'obstruction de l'espace. L'absence d'obstruction, c'est l'espace incomposé. Parce que si je ne suis pas une fleur, ça veut dire qu'il y a un basse non composé? Basse qui n'est pas une fleur, ça c'est un phénomène non composé. Mais ce n'est pas basse. C'est une qualité de basse. Basse a de nombreuses qualités. Certaines sont permanentes, certaines autres sont impermanentes. Certaines sont composées, certaines autres sont incomposées. Très bien. D'autres questions?
Yes, we had a few, one from Mark and one from Anne-Sophie. The one from Mark it was a bit difficult to understand dependee and dependent, and also the relationship between the 7 modes, because it was a bit quick. So Mark wanted to have some more information about that, about what means exactly dependee. Yeah. Donc ce qui est dépendant et dépendu, et ça, c'est exactement, et donc par rapport aux 7 modes, c'est la question de Marc. Le rejet des 7 modes. Oui, par rapport aux différents types de modes. Donc dépendant et dépendu, donc on a choisi en français. On support et supporté, donc ça c'est très important. Dépendant et dépendi, ou dépendu. Donc le dépendant est ce dont cela dépend. Okay. En France, il y a un président. Il y a un premier ministre. Il y a les deux. Lequel est le plus puissant? Le président. Le président dépend du peuple français, ou est-ce que c'est le peuple français qui dépend du président? Non dépendant? Donc le président dépend du peuple français. Le peuple français ne dépend pas du président? Dans les deux sens. Parce que pour qu'il soit le président, il faut qu'il y ait un peuple français. Pour qu'il y ait un peuple français, de la façon dont le peuple français est représenté dans le monde en général, et cela dépend de l'intelligence du président. Cela dépend de lui. Et donc il faut être très honnête. Et donc pour être très honnête, je ne connais pas la véritable histoire, mais la première fois que j'ai vu M. Macron, la première fois que je l'ai vu parler à Trump, il y avait Trump et Macron, et ils apparaissaient en public, et Macron a parlé. J'ai été extrêmement impressionné. Il a parlé de la personne. Il pense au monde. Il pense au monde. Et ça, c'est vraiment les personnes qui, les leaders, les vrais leaders. Trump n'a parlé que de l'Amérique, les USA, etc. Et donc il a dit, vous voulez faire du business, vous venez. Si vous ne voulez pas faire de business, vous n'avez rien à dire. Et donc c'était son attitude. Macron était extrêmement différent. J'étais extrêmement impressionné. Après, je ne sais pas quelle est votre impression sur lui, mais et donc au moins le premier discours qu'il a donné, je me suis dit, ça c'est un leader mondial. Parce qu'il parle pour le monde. Ça, c'est incroyable. Et c'est tellement courageux. C'est tellement courageux. Et donc, si les deux arrivaient, si j'étais américain, avec ma pensée maintenant, avec ma façon de penser maintenant, et donc je suis un réfugié, et aussi parce que grâce aux enseignements de Bodhisattva, à la pratique, etc., on devrait penser au monde. Et donc, grâce à ces enseignements incroyables, j'ai eu cette opportunité de penser au monde. Et donc, quand on pense au monde, si maintenant j'étais américain, je me dirais que le président de mon pays ne pense que à mon pays, etc., je me sentirais... Alors que si je vois le président de mon peuple parle du monde tout entier, je me sentirais tellement fier, pas au sens péjoratif, mais je serais tellement content de savoir que mon président pense au monde tout entier. Et donc, qu'est-ce qui fait que le public rend le peuple français? C'est la façon dont le président le représente si bien. Et donc, le peuple dépend du président, le président dépend du peuple. C'est une dépendance mutuelle. Et donc, quand on pense au peuple français qui dépend de lui pour sa représentation dans le monde, il devient le dépendu et le peuple français devient le dépendant. Maintenant, pour que lui, il soit président, pour qu'il reste président, il faut qu'il y ait
le peuple français, les élections qui soient favorables pour lui. Et donc les élections n'est rien d'autre que le public. Et donc lui, il a le siège du président en dépendance du public. Et le public devient le dépendu et le président devient le dépendant. Et donc c'est la relation mutuelle entre le dépendu et le dépendant. Ensuite, les 7 modes, si vous voulez, on pourra les faire un peu plus demain. Demain, vous allez me le rappeler. Et Anne-Sophie? Yes. Does this thing, does it have something to do with the tetralemma? Est-ce que ça a à voir avec le tétralème? Le tétralème? Oui. Le tétralème, c'est plus par rapport au rejet des 4 modes de production. Et donc, ce n'est pas que le rejet des 4 modes. Le tétralème, c'est assez commun. C'est la base. Le tétralème, ça veut dire la fleur ou le jeu, le soi, n'existe pas de manière inhérente, n'existe pas véritablement ou de manière indépendante parce que il n'est pas un avec ses parties, il n'est pas différent de ses parties, il n'est pas un ou différent, et il n'est ni un ni différent. Donc il y a ces quatre possibilités. Il n'existe pas de manière indépendante. Il n'existe pas. Il n'est pas existant, ni non existant, ni existant, ni non existant, ni inexistant, ni non existant. Donc les 4 possibilités. Et donc c'est le tétralemme. Et donc si vous avez de l'intérêt, on le fera plus tard, mais c'est un thème extrêmement intéressant. Et c'est ce que Arya Nagarjuna, c'est le raisonnement de Arya Nagarjuna, la plupart du temps, c'est fondé sur cette base. Dans le premier chapitre, ni de soi, ni d'autrui, ni des deux, ni sans cause, les choses n'adviennent nulle part. Et donc ça, c'est le tétralème, le Chatushkoti, les quatre rejets. Et donc, aucune des 4 possibilités n'est possible. Et donc, on parle de la vacuité, on soumet les choses à l'analyse ultime. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là ici? L'existence n'est pas là, la non-existence n'est pas là. L'existence et la non-existence n'est pas là. Et ni l'inexistence ni la non-existence ne sont pas là non plus. Et donc, je vais le redire à nouveau. Dans cette expérience de la vacuité, par exemple, vous soumettez le jeu à l'analyse ultime, et donc le soi se dissout, et dans cette expérience, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là? Il n'y a rien qui est là. Il n'y a rien qui est là. L'existence n'est pas là. La non-existence n'est pas là. Si l'existence n'est pas là, la non-existence n'est pas là. Et généralement, si l'existence est là, la non-existence n'est pas là. Si l'existence n'est pas là, la non-existence est là. Mais là, en fait, dans le domaine conventionnel, cela fonctionne. Si dans le domaine conventionnel, s'il y a une existence, il n'y a pas l'existence. S'il y a l'existence, il n'y a pas l'inexistence. Mais là, aucun des deux n'est là. Et ça, c'est le rejet du tétralème. Il y a l'autre question, celle de Anne-Sophie. Yeah, it was about the 6th point, the actual equalizing with others. So it was the 6th step. Yeah, step 6. It was a bit short for us to understand exactly what it meant. Okay. What exactly does it mean by step number 6? Qu'est-ce qu'on entend par l'étape numéro 6 de la Bodhisattva parmi les 9 stades? Et donc, c'est égalisé avec autrui. Donc, le numéro 6, c'est quoi? C'est l'échange effectif entre soi et autrui. En français, c'est quoi? C'est s'échanger de manière effective avec les autres. Yes. Merci. Et donc, l'échange effectif avec les autres. Et donc, il n'y a pas de pratique spéciale, c'est juste un engagement extrêmement ferme, parce que depuis 1 jusqu'au 5, on a la conviction que chérir autrui
est la porte de tous les bonheurs pour moi. Et me gérer moi-même, c'est la porte de toutes les souffrances. Et donc, je ne veux pas les souffrances. Et donc, c'est pourquoi je ne devrais pas me chérir moi-même. Je veux le bonheur. Et c'est pourquoi je vais chérir autrui. Vous faites un engagement extrêmement fort. C'est pourquoi je ne me chérirai pas moi, je chérirai les autres. Et dans votre visualisation, dans cette pratique de la visualisation, imaginez que vous avez toute opportunité de voir que tous les autres, vous allez les embrasser avec l'amour et la compassion. Je vais vous chérir. Et donc, dès l'instant où vous voyez vous, surtout l'attitude à déconcentrer, vous allez la mettre de côté. Vous allez la mettre à la poubelle. Vous allez voir, vous serez capable de voir que l'égocentrisme doit aller à la poubelle et chérir aux autres, c'est un trésor. Et donc, vous avez un sentiment extrêmement, vous visualisez comme ça, littéralement, vous essayez de visualiser que je chérirai n'importe qui, tout le monde, je chérirai qui que ce soit, vous allez les embrasser, je prendrai soin de toi, je te chéris, vous êtes aussi important pour moi. C'est ce que l'on devrait faire. D'autres questions? Hier, quand on a décrit par rapport à la méditation sur la vacuité, à un moment donné, on a vu qu'il y avait 3 méthodes pour établir la vacuité de l'esprit et nous n'arrivions pas à retrouver les 3 méthodes. On se souvenait que les segments. Et donc, la question est, méditer sur la vacuité de l'esprit ou méditer sur la vacuité des sentiments, des sensations, ou méditer sur la vacuité du temps. Ah, ok, donc les 3 sont synonymes. Donc ce n'est pas synonyme à 100%, mais plus ou moins synonyme. Si vous arrivez à faire l'un, vous arrivez à faire les autres. Vous pouvez les appliquer en fait. Vous pouvez les appliquer. Si vous en comprenez un, vous pouvez les appliquer aux autres. Et donc il y a 3 façons de le faire. Le premier, c'est que vous établissez que le moment présent, le moment présent n'est pas trouvable. On ne peut pas trouver le moment présent. Établir la vacuité du temps sur la base de l'absence de trouvailles du présent moment, du moment présent. Établir la vacuité du temps sur la base du fait qu'on ne peut pas, ou des sensations, de l'esprit, sur la base du fait qu'on ne peut pas trouver le moment présent. Et donc, on ne peut pas trouver le moment présent. Donc, c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est établir la vacuité de l'esprit sur la base du fait que l'esprit en tant que tout, et c'est une imputation mentale sur la base de segments temporels de l'esprit. Établir la vacuité de l'esprit sur la base de voir que l'esprit en tant que tout est imputé sur la base de ces segments temporels de l'esprit. Des segments temporels de l'esprit. Établir la vacuité de l'esprit sur la base de voir que le tout, l'esprit comme étant un tout, qui est imputé sur la base des segments temporels de l'esprit. C'est le numéro 2. Ensuite, établir la vacuité de l'esprit sur la base de comprendre que, sur la base du fait de comprendre les segments infinitésimaux de l'esprit qui ne peuvent pas certifier cognitivement par nature. Donc, c'est certifier la vacuité de l'esprit sur la base de la compréhension que les instants infinitésimaux, les segments infinitésimaux de l'esprit ne peuvent pas appréhender cognitivement leurs objets par nature. Établir la vacuité de l'esprit sur la base de la compréhension que les segments infinitésimaux, les segments temporels infinitésimaux de l'esprit sont si brefs que l'esprit ne peut pas distinguer cognitivement
Donc ils sont dénués de distinction cognitive par nature. Okay. And if you need Et si vous avez besoin de plus, de clarification, des explications ou de répétitions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai heureux de vous les rappeler, de vous en parler. D'autres questions? Il y avait une question qu'on a vue tout à l'heure aussi, pour les Français, par rapport à la compassion. Où on se posait la question par rapport à la compassion. C'était Cécile, en fait, non? La question de Cécile par rapport à la compassion, le fait d'agir, etc. Donc c'est difficile par rapport aux enseignements sur la compassion, d'appliquer les enseignements théoriques de manière large, la vacuité, la sagesse et la compassion dans le quotidien, quand on voit quelqu'un qui bat une autre personne, comment est-ce qu'on réagit, de trouver la voie médiane, le juste milieu, c'est pas facile à trouver. Et donc il n'a pas besoin de chercher le juste milieu, il faut trouver la méthode habile, la voie habile. C'est la compassion habile. C'est la compassion habile. Pour cela, c'est une question extrêmement importante. De manière pratique, parce que parfois on apprend quelque chose et de manière pratique c'est difficile à appliquer. En effet, c'est très vrai. Et donc c'est pourquoi on n'a pas besoin que de la compassion, mais d'une compassion habile. Ça, c'était le Dalai Lama, le rappelle souvent, clairement. Il le met de manière extrêmement habile. Et donc, il dit, si on pratique la compassion, les gens disent « Ah, mais on commence à être dans la compassion. » Et donc, parfois, les situations sont encore pires. Elles s'enveniment. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Et sa sainteté dit « Si un chien fou arrive, ne dites pas compassion, compassion. Courez. Enfuyez-vous. » Vous comprenez? Si un chien dingue arrive, un chien enragé arrive, vous n'allez pas dire compassion, vous allez courir, vous allez vous enfuir. Et vous devrez être extrêmement réaliste et être habile. S'il y a une tendance pour quelqu'un de tirer avantage de votre compassion, par exemple, vous êtes gentil vis-à-vis de quelqu'un, la personne elle va tirer avantage de cela, elle va abuser de cela. Ce que vous voyez, c'est que pourquoi est-ce que l'autre personne abuse? C'est qu'elle voit deux choses en vous. La personne voit que votre compassion, c'est une faiblesse, comme une douceur, une faiblesse. Elle ne voit pas que c'est une force. Elle voit que c'est une faiblesse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle pense que vous êtes un dingue. Je tire avantage de toi et donc je te prends pour un imbécile. Et donc c'est ça, elle continue encore et encore à tirer avantage de vous, à abuser de vous. Donc le premier point, c'est qu'il vous voit comme une personne faible et ensuite il vous voit comme une personne qui est dingue. Si vous rectifiez cela, ces deux façons de penser chez cette personne, à ce moment-là, le problème sera résolu. D'une certaine manière, vous devez envoyer un message à cette personne, je ne suis pas dingue, je ne suis pas un imbécile. C'est le premier point. Vous devez envoyer un message que vous n'êtes pas faible. C'est le numéro 2. C'est deux choses. Comment est-ce que vous allez envoyer un message? N'allez pas vous battre. Il y a des gens qui envoient un message en se battant. Je dois me battre contre toi, etc. Ça n'aide pas du tout. Ce n'est pas la façon d'envoyer un message. Vous essayez de dire à la personne que vous n'êtes pas faible, mais ce n'est pas la bonne façon. Vous battre avec... cela peut envenimer la situation. Ce n'est pas la solution. Donc, envoyez un message. 1. Dites à la personne, je ne suis pas un imbécile. C'est, vous gardez une certaine distance. N'allez pas montrer votre colère. Dès l'instant où vous êtes en colère, ça n'a pas d'intérêt. Le but est perdu. Ne soyez pas en colère, mettez une certaine distance. Prenez une certaine distance. Dès l'instant où vous mettez une certaine distance, la personne sait que, ah, ok, tiens, elle prend une certaine distance. Et donc, ça veut dire que il ou elle a compris, tiens, ce que je suis en train de faire. Et donc, elle n'est pas si idiote que cela, elle n'est pas si stupide que cela. Et donc, il va le ressentir, elle va comprendre ce que je suis en train de faire.
Et donc vous avez envoyé un message à cette personne, vous n'êtes pas stupide, vous savez ce que la personne est en train de faire. Le deuxième, c'est quoi? Je ne suis pas faible. Vous n'avez pas l'énergie de dire quels sont les points. Je suis tellement désolé pour vous, je le vois. On n'est pas faible. Alors comment est-ce qu'on peut le prouver? Et donc vous gardez une certaine distance pour un certain temps. Et donc, quand vous rencontrez la personne face à face, qu'est-ce qui devrait survenir? Quand vous voyez l'autre personne en face, vous allez la rencontrer et instantanément votre visage va perdre sa complexion. Et automatiquement, on va voir l'irritation, la colère, etc. Ça, c'est un signe de faiblesse. Quand vous rencontrez l'autre personne face à face, montrez votre visage. Gardez votre confiance en vous. Gardez votre confiance en soi, en vous. C'est très difficile. Quand vous savez que l'autre personne tire avantage de vous, vous abuse, etc. Et donc, quand vous savez cela, essayez de garder la confiance en vous. Et donc, si vous ne montrez pas votre colère et gardez votre confiance en vous, c'est très difficile. Seules les personnes très fortes peuvent le faire. Et donc, quand vous rencontrez l'autre personne, la personne vous dit bonjour. Et donc, vous allez dire bonjour et puis vous partez. Bonjour, n'allez pas vous garder votre distance. Et la personne va dire, mais cette personne, elle met une certaine distance. Et donc, elle a compris ce que je suis en train de faire. Et pourtant, elle est capable de donner une réponse de manière tellement avec une confiance. Mais cette personne est extrêmement forte. Et donc, la personne a compris le message que vous êtes une personne forte et que vous n'êtes pas stupide. Et la personne instantanément va changer. Elle va arrêter de tirer avantage de vous. En plus, par la suite, il y a une expression anglaise, chaque chien a son jour. Chaque chien a son jour. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire en français? Chaque chien a son jour. Et donc, chacun doit avoir son jour, un jour où vous pouvez prendre avantage sur l'autre. Un jour où c'est votre opportunité de tirer avantage de l'autre, où vous avez l'avantage, vous brillez, et vous êtes extrêmement brillante, etc. En anglais, on dit chaque chien a un jour. Et donc, au moment où vous êtes plus fort et la personne devient plus faible, et donc dans ce cas-là, vous pourriez abuser de cette personne à ce moment-là, et donc ça pourrait venir à ce moment-là. À ce moment-là, comment est-ce que vous allez prouver que vous êtes forte? Est-ce que dès que vous avez l'opportunité d'aller embêter la personne, d'abuser de cette personne, vous allez le faire? Ça, c'est exactement la façon dont les personnes ordinaires vont le faire. Ça, c'est un signe de faiblesse. C'est un signe de faiblesse. Et donc, si les personnes ordinaires vont aller abuser les autres, vous allez rester forte. Non, ça, je vais t'épargner. Je peux t'épargner, je veux t'épargner. Et l'autre personne réalise cela. Elle se dit, aujourd'hui, elle va tirer avantage sur moi, aujourd'hui, elle va m'abuser, etc. Et non, non, elle ne va pas le faire. Elle ne va même pas tirer opportunité, tirer avantage. Et ce ne sont que les personnes adultes qui peuvent le faire, les personnes matures qui peuvent le faire. Et donc, même si l'autre personne est une personne extrêmement ordinaire, qui n'a pas de culture, etc., mais elle voit votre force. Et puis, dans les cas extrêmes, si l'autre personne a des difficultés, elle souffre extrêmement, et là, au lieu de l'accuser, de répondre, etc., et vous allez l'aider. Vous allez vous précipiter pour l'aider. Dès l'instant où vous allez l'aider, après, hop, vous allez garder votre distance. Ça, les personnes ordinaires ne peuvent pas le faire. Et ça, c'est une force. Ce que les personnes ordinaires ne peuvent pas faire, c'est une force. Seulement les personnes fortes peuvent le faire. Ce que les personnes ordinaires, les personnes ordinaires peuvent faire, ça, c'est tellement facile. Ce n'est pas un signe de force. Le signe de force, c'est ce que les personnes ordinaires ne peuvent pas faire, c'est ce que vous pouvez faire vous.
Et quand cette personne, elle est dans une période extrêmement difficile, elle a peur de vous, etc. Et vous, au lieu de tirer avantage, et de prendre l'avantage, vous l'aidez, et ensuite, à nouveau, vous gardez votre distance. Vous dites, ça, je le fais par compassion, je ne suis pas stupide, je ne suis pas faible, je le fais par compassion. Et à nouveau, vous reprenez votre distance. Et à nouveau, la personne voit que vous êtes extrêmement forte et elle va se rendre. Dès l'instant où la personne, elle se rend, vous allez le sentir facilement. Et là, ne vous sentez pas, n'allez pas infatuer votre ego, vous allez accueillir cette personne, vous allez accueillir la personne. Et là, ça, c'est très important. Dès l'instant où vous embrassez la personne parce qu'elle se rend, là, elle ne va plus jamais tirer avantage sur vous. Et ça, c'est extrêmement puissant. Je vais vous raconter une histoire, c'est une vraie histoire. Et donc c'est une histoire que j'ai appris de Christophe que Virginie, yes, Virginie 18, yes. Ah, elle fait partie. C'est pas grave. Oui, et donc on va le partager ensuite, ou quelqu'un va partager avec Virginie. Ah! Allô? Virginie 18, elle a partagé son expérience en tant qu'enseignante. Et donc ça aussi, ça m'est arrivé quand j'étais enseignant, quand j'étais en train d'enseigner. Et donc on pourrait se dire, mais c'est tellement différent, les étudiants à quels elle enseigne, c'est des enfants, des jeunes qui sont plus difficiles, etc. Et vous enseignez à des personnes qui sont matures. Non, à un certain moment, j'enseignais à des jeunes la philosophie bouddhiste. Et puis des jeunes enfants d'Amérique, des Tibétains, des jeunes Tibétains qui sont nés en Amérique. Et donc, entre 6 à 13, de 6 à 13 ans. Et il y avait surtout un jeune garçon qui était extrêmement déluré, extrêmement... c'était un quoi? Ah oui, c'était le cancre. Il est toujours assis derrière, au fond, à côté des radiateurs. Pas comme ici aujourd'hui. Je ne parle pas de Word. C'est n'importe qui ici, ou n'importe qui là-bas qui... Donc ici, c'est différent. Mais là-bas, délibérément, il s'asseyait au fond. Et puis, j'enseignais, et à chaque fois... Et donc, elle ne répondait jamais aux questions, il ne donnait jamais de réponse, etc. Et un jour, j'ai demandé à ces étudiants de venir où j'enseignais, et il y avait le tableau, et puis tout le monde devait copier. Tout le monde devait copier ce que j'avais mis sur le tableau. Et le jeune, le garçon, il était là, il se relaxait, et je suis allé le voir. Je ne pouvais pas y aller directement parce que c'était trop offensif. Et donc, comment je suis allé ? J'ai vu le premier rang, je suis allé voir le premier rang, le deuxième rang, le troisième rang, et puis donc après je suis allé là-bas. Et après finalement je suis là. Et je dis, mais tu ne marques rien, je demandais. Et quelle était sa réponse? Ah, monsieur, j'ai perdu mon crayon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je porte toujours des stylos en plus. Pas cher, des stylos en plus. Et donc, je suis allé à mon bureau et j'ai pris un stylo en plus et je lui ai donné. Et au moment où je suis revenu, la fille qui était derrière le garçon, c'était la meilleure étudiante de toute cette classe. Extrêmement brillante, et aussi tellement disciplinée, très disciplinée, etc. Tellement bien. Super. Et la fille a dit, et donc, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Elle m'a dit, c'était la meilleure école de sa classe, la meilleure écolière de sa classe. Au moment où je suis revenu à mon sac, elle a dit, monsieur, il ment, il a un stylo dans son sac. Qu'est-ce que je devrais faire? Et elle a dit, j'ai perdu mon stylo. Et la fille a dit, il a menti, il a un stylo dans son sac. Et donc, elle ne voulait pas que je donne mon stylo. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Je devais choisir entre les deux, la fille et le garçon. La fille super et le garçon déluré. La fille a reçu de l'amour et de la compassion de tout le monde.
Et ce garçon, c'est celui qui est privé il est tellement déliré, se comporte tellement mal qu'il ne recevait aucun amour de tous les autres et c'est à mon tour de le faire. Et donc pour les jeunes enfants, plus que l'éducation, plus que d'écrire des choses, apprendre à lire et écrire, il faut leur donner de l'amour. C'est ça l'enseignement. Et donc ce garçon le recevait parce qu'il était tellement malicieux que personne ne voulait lui donner amour. Et donc la fille, tout allait bien pour elle, pour la fille. Tout le monde l'adorait. Et donc elle n'avait pas du tout besoin d'amour supplémentaire. Alors que lui, il se comportait de manière extrêmement mauvaise, mais qui lui donnait de l'amour. Mais pourtant, il en avait besoin. Et là, c'était l'opportunité pour moi de lui donner de l'amour. Et donc, je n'ai pas fait attention à ce qu'a dit la fille. Ce n'est pas pour offenser la fille. Mais de toute façon, la fille, même si elle n'a pas ressenti de l'amour de mon côté, ce n'est pas grave. Elle recevait de l'amour de tout le monde. Et donc, j'ai mis la main dans mon sac et je lui ai donné le stylo. Et non, pas à Thomas. Thomas n'est pas un jeune garçon. Et puis, il a, à contre-cœur, écrit ce que j'avais mis sur la tablette, de manière à contre-cœur. Et puis, après, c'était terminé. Le lendemain, et donc de 6 à 13 ans, comment est-ce que je pouvais espérer, je parle de la vacuité à ces jeunes, comment est-ce que je pourrais espérer que ces jeunes écoutaient la vacuité? Des très jeunes, ils n'avaient même pas l'attention, ils n'avaient même pas du tout l'attention consacrée à cela. Leur temps d'attention, c'était 5-10 minutes au maximum, et la classe, c'était 1 heure. Et donc, j'aurais pu dire, oh, mais la classe, ça va être 5 ou 10 minutes, et là, ils auraient été tellement contents. Ils n'auraient pas écouté du tout. Et donc j'ai dit, vous devez me prêter attention pendant 1 heure. Et puis, si j'avais dit, votre attention doit être d'1 heure, ils auraient prêté attention pendant 10 minutes. Et là, ça aurait été très constructif. Après 10 minutes, ils perdaient leur attention. Tous les enfants perdaient ils parlaient, ne m'écoutaient plus. Et donc, je leur ai dit, que vous m'écoutiez ou pas, vous n'écoutez pas, ça vous regarde. Mais pendant la pause, je vous poserai les questions. Qui va me donner la réponse pourra aller à la pause, à la récréation, vous rafraîchir, vous voulez prendre du thé, ce que vous voulez. Ceux qui ne peuvent pas donner la réponse, vous allez rester avec moi et ils n'iront pas à la récréation. Et donc ceux qui ne peuvent pas donner la réponse. Et là, la cloche a sonné, et là, c'était le temps de la pause. Et donc tout le monde était excité, tout le monde voulait aller dehors. Et donc j'ai posé la question. Tout le monde a levé la main. J'ai dit, oui, toi? Moitié vrai, moitié bon, moitié faux, donc tu ne peux pas sortir. Et après, toi, à moitié vrai, moitié faux, et donc il ne pouvait pas sortir. Et après, à cet instant, il y avait ce jeune garçon qui a levé la main, le jeune déliré, le jeune cancre. Et donc, il m'a regardé, et même les autres étudiants ne pouvaient pas donner la réponse. Comment est-ce que lui, il pouvait donner la réponse? C'est ce que je me suis dit, et c'était plutôt professeur. J'ai dit oui. Et donc, j'ai posé la question, et il a donné la bonne réponse, la réponse complète, croyez-le ou non. Il a donné la réponse complète. Et je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Je me suis dit, waouh, c'est magnifique. Tu as fait ma journée, tu es celui qui m'écoute. Parfait. Je suis tellement heureux. Croyez-le ou non, il ne s'asseyait plus derrière. Je n'avais pas remarqué ça. C'est que je n'avais même pas remarqué qu'il s'était assis devant, au premier rang. Et là, j'étais tellement heureux. Il a fait ma journée. Et donc, je lui ai dit, mais maintenant, tu peux partir. Et donc, il a plié ses livres, etc. Pour la pause. Il est allé à la porte, là. Et il n'a pas quitté. Il est resté là. Il est resté contre la porte, comme ça, de manière très mystérieuse. Et contre la porte. Cette action, ce geste, qui habituellement c'est quelque chose d'assez irrespectueux, mais là c'était un geste de sa confiance dans l'amour de l'enseignant. Il était tellement confiant, quoi que je puisse faire, mon prof m'aime.
c'est la confiance qu'il avait. So this is a big Et compliment. donc ça, c'était le plus grand compliment de se mettre contre la porte comme ça. C'était le... et donc ça, je n'ai plus peur de mon prof m'aime. Right? Then I asked, okay, now Et donc ensuite, j'ai dit qui d'autre? Et puis les autres levaient la main. Et puis c'était à moitié vrai. Et donc lui, il donnait la réponse depuis la porte à tous ceux qui donnaient la réponse à moitié correcte. Et donc c'est lui qui les corrigeait. Et donc littéralement, tout ce que j'avais enseigné dans la classe ce jour-là pendant 1 heure, il avait tout compris. Il a tout compris complètement. overnight change. Et donc un changement dans la nuit. Qu'est-ce qui a fait ce changement? The day before, C'est que si je l'avais puni la veille, ah mais tu es tellement mauvais, tu mens à ton prof, etc. Comment je vais t'envoyer au principal, au directeur, et sors de là, etc. the next day, Et le lendemain, c'était impossible qu'il puisse écouter mon cours. it's only out of finding the Et teacher's donc, en job. fait, le boulot final de l'enseignant, ce n'est pas d'abaisser les jeunes, les enfants. Ce n'était pas identifier, ce n'était pas de rabaisser les étudiants. Le boulot de l'étudiant, c'est d'essayer de transformer cela, de faire en sorte que l'enfant ne soit plus aussi malicieux, aussi cancre. That's your job. Ça, c'est le boulot. Job the teacher is Le boulot de l'enseignant, ce n'est pas de rejeter les enseignants, les étudiants, pardon, c'est de les accueillir. C'est qu'ils soient difficiles, rendez-les, faites des étudiants qui n'aiment pas le sujet à la fin de la session. Vous devez faire en sorte qu'ils aiment le sujet que vous leur enseignez. Ça, après, ça montre que vous êtes un enseignant extrêmement, que vous avez du succès. 20 students, you identify Et donc, vous pouvez étudier, vous pouvez identifier au sein de 20 étudiants, 5 qui sont des cancres. Si vous les rejetez de la classe, c'est votre erreur. Ce n'est pas votre succès, c'est votre défaite, c'est votre chute, c'est votre échec. love you. Et donc, si ceux qui ne vous aiment pas n'aimeront pas votre sujet, le sujet que vous leur enseignez. Et donc, la meilleure façon de faire, c'est de respecter les étudiants, c'est de leur donner d'une manière extrêmement habile, de leur donner de l'amour de manière extrêmement habile. Et donc, c'est si important. There's nothing. Il n'y a rien qu'une compassion habile ne puisse s'effectuer. There's nothing. Il n'y a rien Which is skillful. qu'une compassion habile ne puisse conquérir. Okay. This one thing. C'est une chose. I like to also share. Et maintenant, j'aimerais partager une autre histoire qui est très importante. In the same class. Dans la même classe, Again, there was another mysterious et boy. donc il y avait aussi ce jeune cancre. Day one. Le jour 1, le premier jour, je suis entré dans la classe, Mysterious boy. et ce garçon qui avait 13 ans, il a levé sa main. Sir, give me 5 minutes. Il a dit, s'il vous plaît, j'aimerais parler avant que vous parliez. Donnez-moi 5 minutes pour que je puisse parler, pour que je parle à la classe avant que vous parliez, avant que vous commenciez à enseigner. Okay. Ok. Ok, très bien, viens. Then he was just make everybody. Et donc il a parlé de n'importe quoi. Et il a fait des blagues, des trucs comme ça, et il a détruit toute l'atmosphère de la classe. Je lui dis après, assis-toi. Et ensuite, il a pris, et après le lendemain, il a dit, donnez-moi 5 minutes. Et j'ai dit non, assieds-toi. Et regardez, ça c'est très important. Non, assieds-toi. Whenever I ask questions, Maintenant, quand je pose des questions, he raises his hands. il levait sa main. What is he going to do? Et donc, qu'est-ce que je devais faire? Make fun. Et donc, il voulait simplement faire des blagues. Ce n'était pas pour donner les réponses, c'était pour faire des blagues. Et donc, au début, je lui ai donné l'opportunité. Donc, la première opportunité, elle a simplement fait rigoler tout le monde et l'atmosphère de l'étude était partie. Et le lendemain, j'ai dit, OK, cette question, qui veut donner la réponse? Et il a levé la main. Look, this is Et donc, ça, c'est tellement important. okay. Say, if the boy is, Si le garçon est... if the boy, if the boy is here, Si le garçon était là, je le voyais lever la main, etc. Et je tournais la tête de l'autre côté, comme si je ne le voyais pas. Il levait la main, du genre, comme si je ne le voyais pas. Je ne montrais pas de la colère, pas du tout. Mais je ne le voyais pas et je regardais ailleurs.
Comme quelqu'un a levé la main. Pas comme quelqu'un là. Qui d'autre? Oh, là-bas derrière. Et puis, il donnait la réponse. Ah, très bien, ça c'est très bien, ça c'est super. Qui d'autre? Et il levait la main. Et je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas. Quelqu'un d'autre qui était assis à côté de lui, il levait la main. Ah, toi. Très bien, ça c'est super. Et donc il a vu que, il ne me reconnaît pas, il ne fait pas attention à moi. Et donc, pendant plusieurs cours, je ne lui donnais pas la chance. Le lendemain, encore, la même chose arrivait. Et donc, il levait la main autrement. Au début, c'était la main qui est extrêmement agressive, et ensuite, beaucoup plus lentement. Quand sa main était comme ça, je disais, oui, toi. Et s'il donnait la bonne réponse, ah, super. Et s'il donnait la bonne réponse. Que ce soit correct ou pas, ce n'est pas si important. Au moins, c'était une réponse sérieuse. Très bien. Ça, c'est très bien. Merci. Merci beaucoup. Regardez. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ça, c'est très bien. Et puis, le lendemain, encore une question, il levait la main. Oui. Et donc, il faisait des blagues et je ne l'écoutais plus. Je ne lui donnais plus la chance. Qui d'autre? Et donc, quelqu'un à côté, il lui levait la main, je ne donnais pas la parole. Je faisais comme si je ne le voyais pas. Et puis après, un certain temps, il levait la main et il donnait la réponse. Et donc, là aussi, et donc il donnait une bonne réponse. Et donc, il voyait, cet enseignant ne me hait pas, n'aime pas que je fasse des blagues. Il me reconnaît quand je donne des réponses sérieuses. Et donc, il a distingué les deux. Alors que quand il se lève et qu'il fasse des blagues, etc., il ne pourra jamais. Et donc, si vous êtes en colère, vous n'allez jamais lui donner la chance de faire attention à cela, et il va commencer à vous haïr. Et dès l'instant où il commence à vous haïr, et donc il va haïr le sujet que vous allez enseigner. Et ça, c'est votre pire échec. Dès l'instant où il déteste votre sujet, le sujet que vous enseignez. Et donc, dire le sujet est très difficile, ça c'est autre chose. C'est un thème difficile, ça c'est autre chose. Mais j'ai horreur de cette matière, et ça c'est l'échec de l'enseignant. Non, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Om Gate Gate